Donc en fait, il y avait un travail d'hommage. Je me dis, ma mère, sa cuisine mérite d'être connue. Il y avait une volonté aussi de montrer que la cuisine asiatique, c'est pas une cuisine qui s'arrête à des nems ou à du riz cantonais. De montrer que en fait, notre cuisine est beaucoup plus riche que ça. Et il y a des plats qui sont pas forcément à la carte des restaurants, mais qui méritent d'être à la carte des restos. Puis ce devoir de transmission en disant, les parents sont pas éternels. Peut-être qu'un jour, les enfants d'immigrés, peut-être que eux voudraient aussi retrouver les plats de leur enfance. Toute ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça, c'est assez asiate. En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases. Je suis donc française, j'ai été adoptée et je suis d'origine vietnamienne. Je pense que mon attitude, c'est aussi de infiltrer tous les espaces artistiques et créatifs avec nos histoires. Et je suis d'origine sino-cambodgienne. Mais moi, mon attitude, c'est de me raconter en tant qu'asiatique. Bienvenue sur Asiatitude, le podcast qui interroge des personnalités asiatiques de France. Pourquoi Asiatitude ? Parce que je pense qu'être asiatique, c'est bien plus qu'une origine. C'est une identité, c'est une fierté, c'est une façon d'être, une attitude ou plutôt des attitudes. Plusieurs choses rassemblent les personnes de la communauté asiatique de France. Nos cultures, nos histoires, mais d'autres sont uniques et propres à chacune et chacun. Je suis Amanda, sino-cambodgienne Tétio, thaïlandaise, de nationalité française. Je vous emmène à la rencontre d'une personnalité asiatique. Et quelquefois, j'invite une ou plusieurs personnes à discuter d'un thème en particulier dans des épisodes bonus. Pour suggérer des thèmes, des invités ou proposer votre témoignage, envoyez-moi un mail. Toutes les informations sont en description de l'épisode. À tout de suite avec l'invité de la semaine. Aujourd'hui, ce n'est pas Amanda mais Mélanie derrière le micro. On a décidé de vous proposer plus d'interviews. Alors comme on est deux, ça fait 2 fois plus de possibilités. Pour ma première interview sur le podcast, j'ai eu le plaisir de discuter avec une personne aussi talentueuse qu'humble. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à avoir trouvé l'identité de notre invité après la publication d'un indice sur Instagram. Bravo Noxlis, Sunlay et Vomidera. C'est bien Diana, experte en cuisine asiatique, créatrice de la chaîne YouTube et de la marque associée Chez Mamali. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous conseille de vous rendre, après avoir écouté l'épisode bien sûr, sur son compte YouTube. Je peux vous promettre que vous en aurez l'eau à la bouche et que ça vous donnera envie de cuisiner. Et maintenant, place à l'invité du jour. Alors aujourd'hui, sur Asiatitude, je reçois Diana, qui est la créatrice de la chaîne YouTube Mamali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi de m'avoir invité sur le podcast. C'est un grand plaisir et j'ai fait quelques petites recherches. Je vais essayer de te présenter. Diana, tu es née en France et tu es d'origine Teochew Khmer. Le 14 octobre 2015, tu postes ta première vidéo de recette sur ta chaîne YouTube que tu nommes Chez Mamali, en hommage à ta maman Lee Keng. Tu décides de te lancer dans la cuisine et pas n'importe laquelle, une cuisine asiatique. Alors sino-khmer plus précisément, celle de ton enfance et particulièrement celle de ta maman. Cette chaîne est un grand succès car un peu plus de 5 ans après, elle compte plus de 50 000 abonnés. Et le compte Instagram où tu partages les recettes et actualités de cette chaîne, plus de 13 000 abonnés. On peut le dire, t'es une véritable influenceuse food et au-delà de ça, une professionnelle convoitée car aujourd'hui, après une carrière dans de grandes entreprises dans le domaine du marketing, tu es consultante culinaire notamment et tu animes des ateliers de cuisine. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai entendu parler de toi parce qu'à plusieurs reprises, à chaque fois que dans mon entourage, on m'a proposé des ateliers culinaires, c'était toujours chez Mamali. Donc j'ai fini par me demander qui était cette Mamali et j'ai découvert ton univers. Et depuis, je ne peux m'empêcher de suivre toutes tes recettes. Ce qui m'interpelle et me touche particulièrement dans ton parcours, au-delà du grand succès de ton activité qui est déjà impressionnant, c'est l'hommage que tu rends à la cuisine de ta maman, Mamali, qui t'a malheureusement quitté il y a quelques années. Dans les familles asiatiques, on sait que la cuisine, la nourriture, a une place centrale. Le repas, c'est souvent le moment le plus convivial de la journée et les plats que l'on partage en famille sont souvent un moyen pour celui ou celle qui cuisine d'exprimer leur attention, voire leur amour. Même si c'est un mot qu'on ne dit pas trop, l'amour, dans les familles asiatiques et immigrées, c'est aussi un lien fort avec ses parents et la culture de ses parents. Donc c'est assez symbolique et faire vivre les recettes de la cuisine de ta maman après qu'elle soit partie, c'est une très belle preuve d'amour et je suis très heureuse que ta démarche rencontre le succès qu'elle mérite. Alors Diana, merci beaucoup encore d'avoir accepté notre invitation sur Asiatitude. Première question, comment ça va ? Écoute, ça va. Je suis hyper touchée, émue par l'intro que tu viens par ton introduction, par
Effectivement, tu as fait pas mal de recherches. Et je trouve que tu as parfaitement décrit mon histoire alors que on se connaît pas forcément en intimité, mais je suis très contente que tu l'aies extrêmement bien décrite. Je pense que j'aurais pas pu faire mieux. Merci beaucoup. On parlait du fait que ta famille est d'origine Tétio Khmer et que tu avais de nombreuses activités. J'ai dit que tu étais influenceuse food, que tu faisais des ateliers culinaires. J'ai pas trouvé le mot en fait pour décrire ton activité. Est-ce que toi tu la décrirais comment? Mais alors du coup, moi non plus, j'ai pas trouvé de mots exacts pour décrire toutes mes activités. Peut-être que alors c'est marrant parce que j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de faire mon LinkedIn et tout, et j'ai mis Asian food expert. Alors c'est peut-être un peu pédant, mais bon, de toute façon, voilà, je pense avoir une certaine expertise, donc on peut peut-être dire que oui, j'ai une petite expertise dans la food asiatique, puisque ça fait maintenant 7 ans en fait que je suis à fond dans la cuisine. Enfin, 7 ans vraiment à fond où j'ai fait beaucoup de recherches, mais il n'y a pas de mots pour décrire tout ça. Et je pense que même moi, je voudrais jamais. Enfin, pour moi, c'est difficile de faire qu'une seule chose, qu'une seule activité, parce que je pense que j'ai besoin de faire autre chose. J'ai besoin d'être en contact avec des gens, parce que quand t'es sur vidéo, t'es souvent tout seul, hein. T'es derrière ta caméra, tu fais tes petits trucs, tu sais pas ce qui se passe. Après, tu vois des chiffres monter, tu fais ah c'est cool, mais tu sais pas qui c'est. Donc, je pense que j'ai besoin d'avoir ces 3 activités-là. Sinon, je m'ennuierais, je crois. Ou en tout cas, je serais lassée d'une activité. Pour revenir encore bien avant, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui était la petite Diana et la famille dans laquelle elle a grandi? Alors, moi, je suis d'origine Tétio. Donc, ma mère, en fait, vient de la région de Chao Chou. Mon père vient de Canton. Ils sont nés au Cambodge et ils sont arrivés en France dans les années 1980 pour fuir le Cambodge, pour fuir le régime Pol Pot qu'ils ont vécu. Et ils sont arrivés pour la première fois en France sur le sol breton. Donc, je suis bretonne de cœur. J'adore la Bretagne. J'ai passé tous mes étés en Bretagne. Donc, c'est la Bretagne qui a accueilli ma famille. Et moi, je suis née 8 ans plus tard en région parisienne, puisqu'en fait, ils sont montés sur Paris parce que c'est là, en fait, il y avait du business à faire et peut-être quelque part aussi se rapprocher un peu de la communauté asiatique. Alors ça, c'est mon interprétation. Ça se trouve, ils me diront que non, mais en tout cas, c'est vrai qu'en Bretagne, il n'y a pas d'asiatique. En tout cas, il n'y avait pas d'asiatique. Déjà, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, mais à l'époque, encore moins, on va dire ça. Et moi, je suis née en région parisienne et j'ai fait toutes mes études en région parisienne. Je sais que tu es un peu pudique et du coup, tu as évincé ma question. Qui était la petite Diana? La petite Diana, c'est une Diana qui est timide, très sage à l'école. C'est-à-dire que même plus tard, je crois que mes maîtresses ont dit que j'étais une petite perle tellement j'étais vraiment sage. Je voulais toujours bien faire les choses. Voilà, donc j'avais rarement de mauvaises notes. Enfin, mais j'étais pas non plus la meilleure en fait, donc j'étais dans la moyenne. Même si ça c'était un peu frustrant pour moi parce que comme je suis un peu la petite dernière et les autres, ils étaient meilleurs que moi, donc fallait que je sois meilleure qu'eux et j'étais très timide, vraiment. C'est-à-dire que j'allais difficilement voir les autres et je pense que cette timidité vient du fait que après analyse, hein, bien sûr, avec du recul, avec la maturité, je pense que c'est parce que j'avais du mal à trouver ma place. Voilà, parmi les autres. C'est-à-dire que je voyais bien physiquement que j'étais différente. Je voyais bien mentalement, psychologiquement que j'étais différente parce que en fait, moi j'ai fréquenté des écoles bourgeoises puisque c'était dans le 15e arrondissement puis dans le 6e arrondissement, collège catholique privé, lycée pareil, catho privé. Donc j'avais du mal à trouver ma place entre l'asiatique que je devais être à la maison et essayer de m'intégrer
le plus possible dans des groupes d'amis français qui n'ont pas vécu la même histoire que moi, dont les parents n'avaient pas cette sensation de se sacrifier en fait pour l'avenir de leurs enfants. Voilà, des parents qui étaient pas en mode genre survie, tu vois. Donc quand t'as pas des parents qui sont en mode survie, c'est pas pareil. En tant qu'enfant de survivant, t'as pas la même mentalité que les autres enfants. Donc moi je m'étais toujours dit, mais ils ont pas vécu ce que mes parents ont vécu. Ils savent pas ce que c'est de survivre en fait. Et d'avoir ce gros bagage derrière soi, même enfant immigré, à traîner, parce qu'en fait, les parents mettent quand même un peu de pression en disant il faut que tu cartonnes à l'école, faut que tu sois premier dans tout, pour que tous les sacrifices qu'on est en train de faire là pour toi, pour toi plus tard, pour que tu aies la meilleure vie possible, en fait, pour que tu arrives au statut social que les enfants du coup de ces écoles-là ont déjà en fait. Donc voilà, donc c'était une enfance un peu troublante pour moi, on peut dire ça, parce que effectivement j'étais tout le temps entre deux eaux. C'était difficile pour moi de choisir entre les deux, mais je m'en suis bien sortie. Tu t'en es très bien sortie, et je trouve que tu as beaucoup de recul et d'analyse sur la situation que tu as vécue enfant. Mais c'est vrai qu'il y a ce décalage en fait social et même voilà, de vécu qui change beaucoup de choses, et pas que pour les parents, pour les enfants aussi, comme tu le disais. Oui. Je pense qu'on s'est pas rendu compte. Enfin, moi, en tout cas, je me suis pas rendu compte. C'est 30 ans plus tard que je me rends même en parlant avec toi, tu vois, je me dis ah oui, mais en fait, effectivement, on se rend pas compte qu'enfant, on avait déjà ce gros bagage. Là maintenant, tu vois, je me souviens qu'effectivement, j'avais des réflexions dans ma tête qui disaient ouais, mais votre enfance, elle est douce par rapport à la mienne en fait. Elle est soft, c'est-à-dire que les parents sont plus peut-être à l'écoute, ils prennent plus de temps aussi pour vous, pour faire les devoirs, etc. Vous voyez vos parents le week-end, vous voyez vos parents le soir. Moi, c'était pas le cas. Moi, mon père, il travaillait la nuit, ma mère aussi. Enfin, voilà, du coup, il y a un décalage qui se ressent sur l'enfance en fait. Oui, sur ton expérience en tant qu'enfant. Ouais, exactement. Et tu me disais tout à l'heure que y avait cette volonté de faire le maximum pour être bonne à l'école, pour faire en sorte que le sacrifice, il en vaille la peine et rendre fiers tes parents peut-être. Qu'est-ce que t'imaginais toi comme métier plus tard, et qu'est-ce que tu as choisi comme étude? Quand j'étais toute petite, mes parents m'ont dit tu pourrais faire kiné, parce que en fait ils me demandaient tout le temps de les masser. Je pense que je massais très très bien mes parents. Ah, c'est rigolo. Voilà, donc mais ça c'était peut-être en primaire, primaire kiné, et ensuite je pense parce que les parents m'en ont plus parlé. Après en fait moi j'ai suivi la voie de ma sœur. Moi j'ai un grand frère et j'ai une grande sœur avec un grand écart d'âge. Mon frère il a 10 ans plus que moi, ma sœur a 7 ans plus que moi. Donc en fait les deux ont toujours été des modèles, des exemples. Mais ouais, moi j'ai suivi le modèle de ma sœur parce que ma sœur c'était l'exemple modèle. C'est-à-dire que par exemple elle a toujours eu 10 sur 10, félicitations quasi tout le temps en fait. En tout cas moi c'est ce qu'on m'a toujours dit. Il fallait que je sois au même niveau qu'elle. Donc quand je suis arrivée au collège, lycée, vu que du coup elle avait 7 ans de plus que moi, forcément elle avait déjà ouvert une voie qui pour mes parents était la voie à suivre en fait. Donc j'ai fait comme ma sœur, c'est-à-dire j'ai fait un bac ES, j'ai fait une école de commerce et j'ai suivi d'abord une carrière marketing dans les cosmétiques comme ma sœur. Donc en fait, sans trop réfléchir à ce que t'aimais toi, j'ai l'impression. Exactement. Je me suis pas posé la question à cette époque-là. J'ai suivi la voie que mes parents ont voulu, sûrement pour les plaire en fait, et sûrement, comme tu dis, par rapport aux sacrifices qu'ils ont, par rapport à leurs sacrifices, c'était la moindre des choses de faire, parce que ce qu'ils voulaient pour moi en fait. Ils ont bossé 7/7 pendant 20 ans, etc. C'était pas pour que je fasse un métier artistique. Je comprends. Et donc tu fais une école de commerce? Je fais une école de commerce. Je me spécialise en marketing.
Et là, je débute ma carrière dans une entreprise de parfum pendant 5 ans et demi. D'accord. Je pense que mes parents ont été fiers pour moi et je le voyais. C'est qu'en gros, j'ai tout eu du premier coup. C'est-à-dire, je l'ai pas une seule fois redoublé. J'ai eu mon bac avec mention. Donc là, j'ai surpassé mon frère est master, donc là c'était c'était la grosse victoire. J'ai intégré à cette époque, c'était la première école en tout cas elle était rankée, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas elle était numéro 1 des écoles de commerce à l'époque, numéro 1 des écoles de post-bac, donc du coup grosse fierté pour ma famille. Je fais les 5 années sans redoubler, sans rattrapage même, et j'obtiens mon diplôme. Et juste après mon diplôme, je trouve mon stage et j'obtiens mon premier CDI. Donc en gros, ça a été une voie hyper tracée, fluide, sans encombre entre guillemets. Tout était fluide et là je m'étais dit c'est bon, les années devant moi vont être tranquilles. Je vais me trouver un petit copain, je vais me trouver un bon mari, je vais faire une super carrière en marketing. Mon objectif c'est de devenir directrice marketing un jour. Enfin voilà, donc j'avais toute cette imagination à l'âge de 23 et là en fait tout s'est effondré. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup là en fait, effondré, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas je suis revenue en fait un peu à la dure réalité, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que ma mère tombe malade. Au moment où tout était fluide, entre guillemets, le plus dur, c'est-à-dire obtenir un diplôme, etc., construire une carrière, avoir son métier en main, je m'étais dit c'est bon, ça va être tranquille, mais pas du tout en fait. Là, on est revenu en fait à la réalité de la vie, celle qu'on n'a jamais en fait rencontrée quand on est petit. C'est-à-dire le fait que les parents sont pas éternels, parce qu'à cet âge-là, tu te dis c'est bon, mes parents vont voir mes enfants, ils vont être grands-parents, etc. Et non, on se retrouve face à la maladie de ma mère, qui en plus n'est pas la plus facile, et ça a été 2 ans de combat. On se retrouve face à cette maladie très dure, et moi je me retrouve au tout début de ma carrière avec ça en fait. Comme je suis la dernière, je suis restée au domicile de mes parents, donc j'étais confrontée au quotidien à la maladie de ma mère. Et donc cette période, je crois, dure à peu près 2 ans. Et ensuite, j'imagine que ça chamboule tes plans professionnels. Est-ce que c'est ça qui t'a fait changer de voie? Donc en fait, là, les 2 ans passent et malheureusement, ma mère n'a pas réussi à combattre la maladie qui, de toute façon, en fait, était incurable. T'es dans un moment de deuil. Et donc, du coup, on se rend compte qu'effectivement, elle s'en va. Alors moi, du coup, je m'étais dit, elle s'en va en nous laissant un héritage. Son héritage à elle, c'était la cuisine. C'est pas un héritage matériel. C'était un héritage, de nos origines et de nos origines, d'où est-ce qu'on vient. C'est, comme tu as très bien dit au tout début, c'est un héritage aussi d'amour. C'est la cuisine. Et moi, en fait, ça a toujours été quelque part dans ma tête, mais depuis très longtemps. C'est-à-dire depuis l'adolescence. À l'époque où elle était encore vivante, on en parlait. Je lui disais, mais maman, en fait, j'étais déjà consciente qu'un jour nos parents, ils n'étaient pas éternels, mais je pensais pas qu'elle allait partir aussi vite. Mais je lui avais déjà dit à l'époque, maman, faut écrire tes recettes, quoi. Et je faut écrire tes recettes, faut qu'on sorte un livre, mais même pas un livre pour le grand public, un livre juste pour la famille. Bon, elle me disait qu'elle avait pas le temps, etc. Donc moi, j'essayais de la forcer en cuisine, j'étais à côté d'elle, je notais ce que je voyais, ce qu'elle mettait, mais avec une dose complètement approximative, parce que je la vois mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe, et puis après, plus tard, je vois qu'elle en rajoute encore, je sais pas, du sel et tout. Je fais, ouais, d'accord. Donc, en fait, c'est impossible de retracer, de doser correctement. Mais bon, j'avais déjà cette idée-là quand j'étais plus jeune, adolescente, et cette idée, en fait, m'était venue quand ma sœur est partie faire ses études à l'étranger. Je me disais, peut-être pour qu'elle ait un petit bout de la maison, ce serait cool qu'elle puisse faire des recettes les plus simples de la maison, et j'avais commencé à faire ça. Donc, c'était un cadeau d'anniversaire pour ma sœur. Donc, il y avait une ébauche, toute première ébauche, et j'espère qu'elle a gardé, ma sœur, une toute première ébauche avec 5 recettes de ma maman. Donc, déjà, quand j'étais ado.
Ensuite, quand elle était malade, c'était impossible, de faire ce genre de travail. Puis de toute façon, elle cuisinait plus, donc c'était moi qui faisais des petits plats, mais vraiment basiques de chez basique. Et voilà. Et puis en fait, quand elle est partie, là, je fais ah ouais, non, mais en fait, là, elle est vraiment partie. Mon rêve, qui était celui d'écrire un livre avec elle pour la 3e génération, parce que ma mère venait d'être grand-mère en fait à cette époque, pourra pas se faire avec elle. Et je pense qu'avec le temps, le cerveau va faire défaut. J'ai plus me souvenir. Je vais plus me souvenir des plats. Je vais plus me souvenir des noms des plats. Je vais plus me souvenir ce qu'il y a dedans. Et là, je me suis dit, en fait, vas-y, écris tout ce qui vient en tête, même si c'est faux, même si tous tes dosages, même si les ingrédients sont faux, mais au moins écris quelque chose. Et donc, ça a duré 3 mois. Donc ça, c'était 3 mois après son décès, un été. J'étais comme ça en train d'écrire sur mon ordinateur. Toutes les recettes dont je me souvenais, le nom, plus ou moins quelques ingrédients dont j'avais le souvenir. Voilà, je faisais appel à ma mémoire visuelle puisqu'il n'y avait aucune trace écrite et je le fais de manière confidentielle, c'est-à-dire que je demande même pas l'aide de ma sœur, l'aide de mon frère, ni l'aide de mes tantes, oncles, parce que je pensais que c'était pas le bon moment. Déjà, tout le monde était en deuil, tu vois, donc c'était voilà. Mais moi, avec du recul, je me dis, c'était peut-être ma façon en fait de faire mon deuil. De retracer. Je fais ce travail-là et je me dis, le test en cuisine va se faire plus tard, au fur et à mesure. Et ça s'est fait plus tard, effectivement. Donc, une fois, on a essayé de se retrouver en famille et là, on s'est dit, vas-y, on va faire le plat que ma mère faisait quand on se retrouvait en famille. Donc, je l'ai fait. Beaucoup de boulot. Est-ce que tu cuisinais avant ? Ça dépend de ce que tu appelles par cuisiner. Si tu me demandes est-ce que je faisais moi-même les plats, ado, non. Mais par contre, j'étais le commis de ma mère, c'est-à-dire que c'était moi qui faisais les petites tâches à droite à gauche, sans connaître vraiment de A à Z toutes les préparations. Donc, je faisais les petites choses, hacher l'ail, prépare la pâte, mais jamais le gros, toute la recette, tu vois. C'était elle, le chef, c'était elle qui maîtrisait le truc et tout. Mais par contre, j'étais son commis. Et là où je me suis pas rendu compte à cette époque, parce que je voyais ça comme une tannée, en fait. Je voyais ça, franchement, c'était pas du tout agréable de cuisiner avec elle parce que je me faisais gronder en tous les sens. C'était jamais bien, c'était pas bien, c'était jamais comme elle voulait, tu vois. Parce que ma mère, c'était une grande perfectionniste, très, très, très maniaque de la cuisine. Si on peut dire ça. Maintenant, je suis très maniaque aussi, tu vois. C'est devenu pareil. Franchement, ouais. Et je me suis pas rendu compte que c'était sa pédagogie, en fait. Et que c'était comme ça que j'avais appris à cuisiner. Tu vois, c'était en observant. Parce qu'elle me disait, là, vas-y, observe. Mais je faisais rien, tu vas pas observer. Je suis d'accord, ok, ça dure 2 secondes. Après, je m'ennuie, quoi, tu vois. Mais c'était sa façon de dire, oui, c'est sa façon de dire, voilà comment je t'apprends à cuisiner. Donc, en fait, tout ça, toute cette mémoire visuelle est restée en moi. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tu vois, quand je cuisine, je me souviens de chaque geste. Mais tu te rends compte plus tard. Et après, est-ce que j'ai essayé de cuisiner quand j'étais étudiante ? Oui, j'ai essayé de cuisiner. Et là, de temps en temps, j'appelais ma mère pour qu'elle me donne 2-3 conseils. Mais c'est jamais des grands plats, tu vois. C'était les choses les plus simples du monde, mais bon, qui fait aussi la base d'une cuisine asiatique, tu vois, genre faire un petit sauté de wok, voilà. Et en fait, j'ai vraiment cuisiné à 100% quand elle est partie. Parce que je me suis dit que dans la famille, si on est 3, il faut qu'il y en ait bien un enfant qui prenne le temps de faire ça. C'était moi, en fait. Ça s'est fait. Alors, mon frère cuisine, ma sœur cuisine, mais celle qui va essayer de vraiment faire des plats hyper tradis, c'était moi. C'est-à-dire que mon frère cuisine, va faire des petits plats. Il fait ça bien, hein, ma sœur aussi. Mais si tu dois faire un grand plat qui demande énormément de temps, comme le ban hoi avec des brochettes citronnelles ou un feu, ça va être moi, tu vois, qui va être derrière et qui va essayer surtout de chercher le saveur, les saveurs originelles, si je peux dire ça, tu vois, les saveurs de ma mère. Et donc du coup le test, donc la première fois en fait qu'on a essayé de, entre guillemets, de vivre un moment familial un peu heureux après le décès de ma mère, du coup c'était moi qui me suis mise à la cuisine. Et c'est là où est venue en fait les phases de test où en gros je faisais tester parce que on a une mémoire gustative aussi. Et là je demande à mon frère,
à mon père, à ma sœur, qu'est-ce qui manque en fait, parce que je savais que c'était pas le goût de ma mère à cette époque-là. Donc en fait, voilà, ça s'est fait comme ça. Ils ont testé, ils ont goûté, ils m'ont dit il manque ça, peut-être que tu peux rajouter ça, etc., etc. Et voilà, donc ça a duré comme ça 1 an, en train de faire des tests sur chaque recette, rectifier, tu vois, rajouter à la main, essayer de doser, de peser, etc. Donc, au total, il y a 70 recettes qui ont été écrites. Waouh. Bah ouais, mais en fait, même les recettes les plus simples, pour moi, ça faisait partie de mon enfance. Et je m'étais dit, bah, ça faisait sûrement partie de l'enfance aussi d'autres personnes asiatiques, tu vois. Même les choses les plus simples, telles qu'un petit sauté de, je sais pas, de pois mange tout, bah oui. Mais parce que ma mère, elle avait sa façon de faire. Et si tu veux retrouver le goût, il faut tout noter. Bon, voilà. Donc, du coup, ça a duré comme ça 1 an. Et puis après, je me suis mise avec aujourd'hui mon fiancé, qui lui est d'origine franco-allemand. Et là, en fait, au niveau de ma carrière, donc en fait, tu vois, c'est un croisement de plein de trucs. Pendant 3 ans, c'était vraiment 3-4 ans, c'était le calme plat. C'est-à-dire que j'avais pas la tête à ça, en fait. Je pense que je me donnais pas à 3000% pour mon job. Tu vois, je faisais le truc. J'essayais de montrer que je donnais à 3000%. Mais il y a plein de trucs qui, je pense inconsciemment, il y a un truc qui allait pas dans ma carrière pro. Pendant tout ce temps, tu testes les recettes, tu élabores ces 70 recettes et ça participe à un travail presque de mémoire. Enfin, c'est pas presque, c'est un travail de mémoire. À la base, pourquoi je faisais ça? Je faisais ça pour la 3e génération. Je m'étais dit, ils vont jamais connaître la cuisine de leur grand-mère. Souvent, c'est quand t'étais petite, tu fais oui, ma grand-mère faisait ci, ma grand-mère faisait ça, etc. T'entends plein d'histoires comme ça, tu vois. Là, je dis mais en fait, ils vont jamais connaître la cuisine de leur grand-mère. Et donc, du coup, effectivement, il y a une des personnes, un enfant qui doit reprendre ça pour sortir un livre. Donc, à la base, je voulais sortir ce livre et je veux toujours sortir ce livre, mais pour la famille. Donc, c'était en mode confidentiel. Oui. Intimiste. Et qu'est-ce qui a changé entre ce travail de mémoire et de transmission personnelle et le fait que tu t'es lancé professionnellement, que tu te sois reconvertie? Et c'est une très bonne question. C'est qu'en gros, au niveau de ma carrière, c'était vraiment, franchement, tout est mis en stand-by. Je sentais que je pouvais pas évoluer. C'était compliqué. Déjà, je sentais pas ma place dans le monde des cosmétiques parce que c'est un monde. Alors, l'univers est un univers un peu superficiel, tu vois. T'es pas dans la réalité des choses. Demain, tu mets pas de parfum, c'est pas grave. C'est ça que je veux dire. C'était un monde superficiel et moi, j'étais confrontée à la réalité de la vie. Du coup, il y avait un gros décalage par rapport à ça. Donc, tous les sujets un peu en mode oui, il faut faire plus de chiffre d'affaires sur le lancement, etc. C'était un peu en mode ok, d'accord. Bon. C'était pas ça. Il y a pire dans la vie, quoi. Il y a pire dans la vie, c'est pas grave. Et aussi, déjà, je sentais aussi que comme j'étais la seule asiatique dans la filiale France, il y avait aussi un décalage d'état d'esprit. Tu vois, j'étais pas j'avais pas le même état d'esprit, j'étais pas en mode coquette fille qui va s'acheter des choses chez Sandro, etc. Voilà, donc déjà il y avait un énorme décalage par rapport à ça, je sentais pas ma place, niveau professionnel ça décollait pas et j'étais dans une période de deuil. Et là je me suis dit ok, bon, je fais ce travail intimiste mais ça décolle pas. Qu'est-ce que je peux faire pour un peu me sortir de, je me sentais pas bien en fait, pour essayer d'apporter un peu de joie dans ma vie, un renouveau en fait quelque part. Et là c'est sorti juste un brainstorming mais de 3 minutes où mon conjoint me dit ok, t'écris sur une feuille tous tes rêves les plus fous, tu lâches pas ton stylo pendant 3 minutes tu lèves pas ta pointe de stylo sur de la feuille blanche, t'écris tout et n'importe quoi, tout ce qui te vient dans la tête, tout. Et là, l'idée de la chaîne YouTube est arrivée. Alors, pourquoi elle est arrivée? Tout simplement parce que quand je faisais mes petites recherches pendant 1 an sur les recettes, etc., forcément, il n'y avait pas que la mémoire gustative ni la mémoire visuelle, il y avait aussi des recherches sur Internet. J'essayais en fait de me raccrocher à ce que je pouvais trouver sur le net. Or, sur le net, à l'époque, c'était difficile de trouver des recettes. En tout cas, en France. Soit c'est des recettes que tu trouves sur des sites grand public tels que 750 grammes, Marmiton, etc. Et quand tu lis la recette, tu fais non, c'est pas ça.
soit tu te retrouves avec des chaînes, des vidéos pas très bien filmées, où t'as toujours cette impression de faire, ouais, mais est-ce que c'est vraiment cette dose, vraiment, est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'ils ont bien mesuré les ingrédients, ils ont fait ça au pif et tout. Franchement, il y avait 2-3 chaînes qui s'en sortaient plutôt pas mal, et je m'étais dit, bah ouais, pourquoi pas moi, tu vois, pourquoi moi je pourrais pas faire ça, pourquoi je pourrais pas montrer ce que c'était la vraie cuisine asiatique et de partager celle de ma mère. Donc en fait, il y avait un travail d'hommage. Je me dis, ma mère, sa cuisine mérite d'être connue. Alors, je j'ai pas le même niveau qu'elle, hein, clairement, mais en tout cas, j'essaie de m'en approcher. Il y avait aussi un travail parce que du coup, vu que je trouvais pas ma place, etc., que voilà, j'ai subi des clichés, là, hein, je m'étais dit, bah, en fait, arrêtons ces clichés-là en montrant c'est quoi la vraie cuisine. Et vu que pendant 1 an de recherche, j'ai vu qu'il y avait des recettes, franchement, je me dis, mais mon Dieu, comment on peut mettre ce genre de recettes? C'est ça, pour eux, la cuisine asiatique, tu vois. Ils montraient une cuisine asiatique qui n'était pas authentique et avec des ingrédients qui n'existaient même pas. Bref, et du coup, il y avait cette volonté de stopper les clichés, une volonté aussi de montrer que la cuisine asiatique, c'est pas une cuisine qui s'arrête à des nems ou à du riz cantonais. De montrer que en fait, notre cuisine est beaucoup plus riche que ça. Et il y a des plats qui sont pas forcément à la carte des restaurants, mais qui méritent d'être à la carte des restos. Tu vois, il y a plein d'objectifs derrière cette chaîne YouTube. Mais, oui. Mais voilà. Et donc, ouais, et puis cette devoir de transmission en disant, bah, je pense qu'un jour, moi j'ai perdu ma mère très tôt, les parents sont pas éternels, peut-être qu'un jour quand les enfants d'immigrés auront l'âge de, enfin en tout cas verront que leurs parents voilà sont plus âgés et donc du coup pourront plus cuisiner pour eux, bah peut-être que eux voudraient aussi retrouver les plats de leur enfance. Donc il y avait plein d'objectifs derrière et je me suis lancée en 2015. Donc 1 an et demi plus tard après le décès de ma mère. Avec tous ces objectifs-là. Et donc, j'ai commencé par le plat qui, pour moi, que je maîtrisais, c'était le bœuf loklak. Voilà, donc j'ai commencé comme ça. Le bœuf loklak, c'est clair. On en a tous des très bons souvenirs. Voilà, c'est un plat réconfortant, hyper savoureux. Et puis, je pense que, en fait, une de mes lubies, c'est que quand je fais une recette, je le fais genre 10-15 fois avant de trouver le truc. Et quand c'est fait, bah là, même aujourd'hui, hein, là, je la poste, tu vois. C'est-à-dire que tu peux dire que pendant 1 semaine, on mange que le même plat. C'est bien confiancé dans les babas. Ah ouais, il est patient. Mais ça le dérange pas, je sais pas. Mais voilà, donc du coup, ça a commencé comme ça. Donc au moment où ma carrière stagne, où je sentais que je pouvais plus évoluer, j'ai trouvé une sorte d'activité un peu exutoire. Exutoire, voilà, exactement, pour trouver un peu de renouveau positif dans ma vie, dans sa globalité, perso et pro. J'ai commencé à faire une vidéo 1 fois par mois avec des plats, des plats simples, mais pas forcément des plats entre guillemets populaires, c'est-à-dire pas forcément le riz cantonais que tout le monde voit. Tu vois, même le riz cantonais, il est arrivé l'année dernière. Pour te dire, tu vois, c'est arrivé 6 ans plus tard. Mais vraiment des plats, que les gens connaissent pas forcément, tu vois, le t'as cherché à avoir des plats beaucoup plus spécifiques et exactement. Pas ceux qu'on voit partout. C'était pas dans un but à populariser ma chaîne, mais c'était dans un but être la plus authentique possible. Alors aujourd'hui, c'est toujours le cas. Hein. Je dis pas que je le fais pas, mais je me dis aussi que si jamais je veux que les personnes connaissent ce genre de plat, il faut aussi passer par des plats qui sont plus accessibles pour d'autres personnes. Voilà. Mais à l'époque, j'étais vraiment en mode plus authentique possible. On fait des plats qui sont pas forcément à la carte des restaurants parce que c'est les plats de la famille, c'est les plats du quotidien, c'est les vrais plats du quotidien des familles asiatiques. Donc ça a commencé comme ça. Et ça a duré une vidéo 1 fois par mois, mon mec à la caméra et au montage. Aujourd'hui, c'est moi qui fais tout, mais à l'époque, c'était lui. Donc c'est lui qui m'a tout appris. Et sans objectif derrière, mais juste du partage. Et franchement, je kiffais faire ça, en fait. Donc, tu faisais ça en parallèle de ton job de jour? Le week-end, je faisais ça. Et quand est-ce que tu as complètement arrêté ton travail dans le marketing et que tu t'es dit, là, je veux être professionnelle? Il y a 2 ans. En 2019, j'ai arrêté
Pendant 4 ans, j'ai poursuivi une carrière marketing. Donc, entre-temps, j'ai changé d'entreprise. Je suis arrivée dans un autre groupe de retail, de mode et cosmétiques. Je pense, quelque part, j'ai voulu suivre cette carrière-là aussi pour toujours continuer, être dans la continuité de faire plaisir à ma famille et parce que c'était la suite logique, en fait, des études marketing, d'un début de carrière dans un groupe cosmétique. On change d'entreprise. Toujours plus ou moins dans le même milieu. Là, je m'épanouis à 200% côté pro, tu vois. J'avais super équipe, super projet et tout. Et la chaîne YouTube s'est stagnée. C'est-à-dire que je faisais moins de vidéos. J'avais du mal à trouver l'énergie pour le faire. C'était dur pour moi parce que j'avais pris plus de responsabilités, j'avais plus d'énergie. Là, on me contacte parce que je devais avoir peut-être 2 ou 3 000 followers à l'époque. On me contacte en disant « Hey, ça te dit de faire des ateliers de cuisine ?» On me contacte sur Facebook. Je fais « Ah d'accord ». Je fais « Ah oui, ça peut être très cool. Nouveau challenge pour moi. J'ai jamais fait des ateliers de cuisine, mais pourquoi pas ?» Et ça pourrait faire un lien avec ma chaîne YouTube, puisque du coup, comme je te disais, une chaîne YouTube, c'est cool. Tu vois des chiffres, mais tu sais pas qui c'est derrière. Et puis, je recevais des petits messages privés de ma petite communauté de 300 followers sur Facebook à l'époque. Et je me dis, ce serait cool quand même de créer une opportunité pour les rencontrer en vrai. Et ça s'est passé comme ça. Donc, du coup, j'ai fait peut-être 3-4 ateliers en mode bénévole, tu vois, avec une association taïwanaise, bouddhiste. Et c'était trop cool. Et franchement, j'ai fait, ouais, c'est cool de faire des ateliers de cuisine parce que t'es vachement dans l'échange, t'es vachement dans l'interaction. Et c'est là, je me dis, ouais, mais en fait, tout ce que tu vois en vidéo, il y a des trucs que j'ai dû laisser passer, que j'ai pas forcément montré parce que pour moi, c'était une évidence, mais c'est pas une évidence pour d'autres personnes. Donc voilà. Donc en gros, les 2 ans où ça s'est un peu stagné au niveau vidéo, il y a eu cette opportunité d'atelier. Donc j'ai commencé comme ça. Donc tu vois, c'est marrant au final. En fait, t'avais pas lancé ta chaîne YouTube en te disant « Bon, j'ai un plan, je vais faire une vidéo par mois, ça va augmenter, je quitterai mon job, je vais faire des ateliers. » Pas du tout. Moi, j'étais en mode « Ouais, je le fais parce que c'est kiffant, parce que c'est cool, parce que ouais, j'aime faire ça. Et si je peux avoir un impact, même un tout petit impact auprès d'une ou 2 personnes, moi, je suis refaite en fait. Moi, je suis trop contente. Si je peux changer juste les clichés d'une personne, quelque part, j'ai contribué. Tu vois, j'ai contribué à cette mission globale pour tous les Asiatiques, mais même à un tout petit niveau, tu vois. Donc, je trouvais ça déjà très très cool. Et voilà, j'avais zéro objectif derrière. Et du coup, en fait, comment c'est arrivé ? C'est tout simplement, j'ai eu ma crise de la trentaine, gros bilan de ma vie, pro, perso, parce que même si je m'éclatais en fait dans mon job et tout, je sentais qu'il y avait un truc, j'étais pas alignée. Il y avait un truc j'étais pas alignée en fait. J'étais pas alignée. Je trouvais pas de sens dans ma vie, tu vois. Et donc là, énorme bilan. Et je me suis dit, bon, ok, j'ai 30 ans. J'ai fait 7-8 ans en carrière marketing dans des grands groupes. C'est très cool. Il y a des choses pas très cool non plus, où je suis pas alignée avec la façon de faire, etc. ou même l'état d'esprit. La vie est très courte. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et là, je me dis, bon, franchement, la vie est très courte. Moi, ce que j'adore, c'est manger, cuisiner et partager. J'ai une chaîne YouTube à hauteur de 3000 followers. Je me suis pas mise à fond dessus, mais je pense que y a quelque chose à faire derrière. Je suis pas totalement épanouie. Vas-y, franchement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien du tout. Oui, effectivement, je sors de ma zone de confort. Oui, je gagnerai moins d'argent, mais donner une chance à un projet perso et aller jusqu'au bout, parce que du coup je voyais que effectivement j'arrivais pas à aller au bout de ma première mission, de mon premier objectif, celui de rendre hommage à ma mère, celui d'écrire le livre. Et c'est pas en restant dans une carrière marketing, cosmétique, mode, tout ce que tu veux que j'allais le faire en fait. Je me dis, si je veux vraiment donner une chance à ça, il faut vraiment se donner le temps. Et c'est le temps en fait qui me manquait. Tu vois, c'est le temps. Je me dis, vas-y, on lâche tout. C'est pas grave. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Au moment où j'ai pris cette décision, là, il y a eu plein d'opportunités qui sont arrivées. Mais jamais, j'aurais pensé à ça, en fait.
C'est-à-dire que moi, j'aime me dire, bon, bah, c'est bon, j'ai quitté mon job, je vais faire plein de vidéos, puis je vais prendre un peu de temps pour moi aussi parce que je le mérite. Et en fait, pas du tout. En fait, ça arrivait hyper vite. C'est-à-dire que 2 semaines plus tard, on me demande, ah, est-ce que ça te dit de faire un atelier en live pour la foire de Paris? Je fais, ouais, ok. Ouais. C'est quand tu es disponible que les opportunités arrivent, en fait. Exactement. Et c'est quand tu ouvres tes chakras, que tu es open, en fait, à des rencontres, à des projets, que du coup, les choses arrivent. Et voilà. Et ça a commencé comme ça. Je pense qu'à l'époque, si j'étais dans ma carrière, je me serais trouvé des excuses en disant, non, mais j'ai pas le temps, tu comprends, c'est compliqué, etc. Et là, je me dis, ouais, j'ai le temps devant moi, pourquoi pas, ça peut être fun, vas-y, je vais le faire. Et le vas-y, je vais le faire, ensuite, ça m'a permis de rencontrer une autre personne qui cherchait quelqu'un pour animer des ateliers de cuisine de cuisine chinoise. Et voilà, ça a commencé comme ça. Donc, du coup, je fais, OK, je vais faire des ateliers de cuisine, c'est trop cool. Je vais retrouver ce que j'ai fait avant, mais cette fois-ci, je vais être rémunérée, tu vois, donc encore plus cool. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Et ça s'est enchaîné pendant 2 ans. Et là, les 2 dernières années, je crois, c'est les années les plus folles pour moi. J'ai jamais eu autant de projets qui m'ont autant enthousiasmé en 8 ans de carrière en marketing, quoi. Je regrette pas ce revirement, mais ce revirement, c'est aussi un long travail. Faut pas croire, parce que ça, c'est un peu le sexiness de l'histoire en disant oui, j'ai tout lâché, etc. Mais le j'ai tout lâché vient d'une grande réflexion qui a duré quand même plusieurs années. Et qui est aussi le fruit de plusieurs frustrations aussi. Ouais. Et quand t'es frustré, du coup, tu cherches, t'essaies de trouver des solutions, etc. Donc, ça vient pas genre un beau matin à 30 ans, le jour de ton anniversaire, je vais tout lâcher. Ça vient pas de là, en fait. Ça vient d'une plus longue réflexion avec des blocages que j'ai dû débloquer, qui étaient pas forcément évidents pour moi, tu vois, de vaincre ma timidité, d'avoir plus confiance en moi, tout ça, voilà, c'est quand même un travail, de travail sur soi, en fait. Oui, c'est un gros travail. Et j'allais justement dire que tout à l'heure, on disait, on ouvre les chakras et on se consacre, on a plus de temps et du coup, tu as plus d'opportunités. Mais en fait, c'est pas juste de l'opportunité et de la chance, t'as fait un choix, t'as fait un énorme travail sur ce que tu voulais faire, etc., ce qui fait que t'en es là. Et en plus, ce que tu dis pas, c'est que les choses viennent pas à toi comme ça, c'est parce que tu travailles énormément et que du coup, aujourd'hui, t'as une compétence et une expertise, donc c'est pas juste, tiens, je vais faire un atelier, c'est vraiment que t'as l'expertise pour, donc ça c'est vraiment beaucoup de travail. Je t'ai entendu dire tout à l'heure, à un moment donné, je continuais le marketing parce que ça paraît logique, je fais une école de commerce, je continue, ça rend fier mes parents, ma famille, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que pense ta famille de ton activité actuelle? Est-ce que ça les rend pas fiers finalement? Aujourd'hui, je pense qu'ils sont très fiers. Ils me le disent récemment. Mon frère et ma sœur. En fait, au moment où j'ai quitté mon job, déjà au moment où j'ai lancé la chaîne YouTube, il y avait aussi ce côté un peu tu révèles les recettes de notre maman. Tu vois, c'est toujours un peu c'est hyper intime. Mais moi, je m'étais dit, oui, mais en fait, si on reste dans l'intimité, dans la confidentialité, c'est ça qui crée aussi tous les clichés qu'il y a autour, en fait. Au bout d'un moment, il faut s'ouvrir, faut s'ouvrir, quoi. Parce que si tu restes dedans, t'es trop confidentiel, trop communautaire, on fait que renforcer les clichés. Déjà, ça. Donc, quand j'ai lancé la chaîne YouTube, c'était pas forcément évident parce que tout le monde n'était pas forcément d'accord. Ouais, ça n'a pas été pris comme un hommage. L'écriture du livre a été prise pour un hommage parce qu'à la base, il était intime. L'ouverture au grand public, chose que je comprends, hein. Un deuil, ça se fait pas en 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Un deuil peut durer quand même plusieurs années. Quand on perd un être cher, on a envie de garder pour soi. Je comprends. C'est quelque chose de très, très, très intime. Mais bon, quelque part, je pense qu'ils comprenaient aussi le pourquoi je faisais et c'est pour ça aussi qu'ils m'ont laissé, tu vois. Ils m'ont pas dit genre arrête tout. Enfin, clairement, le nom, c'est ma sœur qui m'a aidé à trouver. Mon frère, il m'a quand même aidé à mettre en ligne la première vidéo en me donnant des conseils parce que lui, il s'y connaît hyper bien en réseaux sociaux. Tu vois, donc, même si c'était un peu gênant pour eux, ils m'ont quand même poussé. Oui, ils t'ont soutenu. Et ensuite, quand j'ai quitté, là, j'ai rien dit. Là, j'ai rien dit. J'ai pas dit ce que je voulais faire. Je l'ai gardé pour moi, en fait. Parce que je sentais que ça allait créer des polémiques au sein de ma famille. Je dis oui, moi je me sens pas bien dans mon job.
je vais faire une petite pause, je vais profiter de la vie. En fait, dans ma tête, j'étais un peu prendre du temps pour moi, et dans ma tête, j'étais un peu en mode attends. Je voulais pas le dire parce que je savais que ça allait pas être compris, que ça allait être compliqué en fait, parce qu'ils se disent mais attends, nos parents sont sacrifiés et en fait toi là tu décides de tout lâcher pour faire quoi? Pour faire une YouTube. Mais YouTube pour gagner un salaire, c'est dur, tu vois. C'est aujourd'hui la concurrence, elle est super dure en fait. Ouais, mais en hommage à ta mère, donc ça n'a pas changé la donne. Bah oui, mais en fait pour eux ils disaient que c'était plutôt un hobby, un passe-temps, tu vois. Ils voyaient ça comme un hobby, un passe-temps que tu fais à côté, mais par contre faut que tu aies un salaire qui tombe tous les mois. Et puis t'as quand même fait une école de commerce qui a coûté X euros. Enfin. Voilà, il faut, comme tu dis, un peu rentabiliser cette partie-là. Donc, j'ai rien dit. J'ai caché. Et puis, ça dure un moment comme ça. Ils m'ont dit, mais quand est-ce que tu t'as trouvé un nouveau job, machin? Non, mais non. Je disais rien. Puis là, je pense qu'au fur et à mesure, ils ont compris que j'allais me consacrer un peu plus à fond dans la food. Et je pense qu'au début, ils voyaient ça comme un hobby. Pour mon père, ça a toujours été aujourd'hui, même, je pense, une blague, tu vois. Déjà, vu qu'il est âgé, Internet, c'est compliqué. Mais alors, quand on te dit, ouais, t'es youtubeuse ou t'es influenceuse, il fait, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il regarde mes vidéos, il rigole, enfin, tu vois. Donc, il prend pas ça au sérieux. Pour lui, c'est juste un truc de divertissement. Tu peux pas en faire ton métier. Donc, voilà. Donc, mais je pense que comme ils ont vu que, comme tu dis, je travaille énormément. C'est-à-dire que, voilà, je passe mes journées à faire des tests, ensuite je publie, etc. Et là, ils ont dit, ah ouais, mais en fait, c'est plus un hobby, là, ce qu'elle est en train de faire, notre petite sœur. La petite Diana, attends, elle a des collaborations, elle arrive à décrocher des contrats. Elle qui est toute petite, avec, à l'époque, 3000 followers, elle arrive quand même à avoir des petites opportunités. Comme ils ont vu que j'étais déterminée et que je le faisais à fond. Et ensuite, il y a aussi un autre truc, c'est que tu communiques aussi. Parce qu'à l'époque, je communiquais pas trop. Donc, du coup, le fait que tu communiques un peu plus, tu dis, ah, t'as vu, j'ai fait ça, j'ai eu telle collaboration avec ils disent, ah ouais, alors là, ça commence. Mais en fait, là, ça commençait il y a pas, c'est récent, tu vois. On parle de, il y a 1 an et demi, parce qu'il faut savoir que au moment où j'ai lâché ma carrière, pendant 1 an, j'avais pas, je vais te dire, là, aujourd'hui, je suis à 50 000. L'année dernière, à cette même époque, je venais tout juste de dépasser les 10 000 followers. Mais en janvier 2020, j'étais peut-être à 7 000 followers. Oui, mais en fait, c'est le temps. Je pense que il y a le temps aussi. Tout travail prend du temps à se faire découvrir. Exactement. Et là, ça paye. Exact. Pendant toute l'année, entre 2019 et 2020, il y a eu beaucoup de travail, des rencontres. Là, j'ai pris la chose au sérieux. Je me dis, OK, alors maintenant, on va arrêter de faire comme si c'était un hobby, parce que là, déjà, au sein de la famille, tout le monde pense que c'est une joke ce que tu es en train de faire. Si tu veux que les gens te prennent un peu au sérieux, et si tu as vraiment envie de faire une carrière dedans et t'éclater dedans, fais-le à fond, fais-le bien. Prends tout ce que tu as appris durant toutes tes études, durant toute ta carrière. Tu prends les best practices et tu les appliques. Tu les appliques en refaisant des vidéos beaucoup plus travaillées, en n'ayant pas peur de remettre tout en question, tout ce que tu as fait, tous tes mécanismes que tu faisais. Là, tu le fais un truc vraiment, t'essaies d'être la plus pro possible. T'apprends énormément sur comment monter une vidéo, comment filmer une vidéo, comment utiliser les réseaux sociaux. Comment créer un site web. Tu vois, mon site web, je l'ai fait from scratch. Je l'ai jamais fait avant. Donc, comment tu crées un site web, qu'est-ce que tu vas mettre dedans, etc. Et ça, le SEO, tout ça. Donc, voilà, c'était 1 an d'apprentissage à fond. Prendre tous les opportunités, dire oui en fait aux opportunités, parce que même s'il y a des choses que je savais pas faire, bah c'est pas grave en fait. J'ai la tête bien faite. Je vais apprendre à le faire en fait. Parce que, honnêtement, tu vois, animer des ateliers de cuisine, oui, je l'ai fait, mais un peu en mode hobby, donc je le prenais pas au sérieux. Là, t'as quand même des gens qui te payent, toi, pour transmettre quelque chose. Là, c'est pas la même chose, tu vois. Eux, ils attendent avoir un retour, tu vois. C'est pas un peu en mode loisir, ils attendent un retour aussi. Donc là, tu te dis, bon, bah, ok, tu le fais bien avec un programme, etc. Ok, on te demande de faire des cours en ligne, bah, tu te renseignes comment on fait un cours en ligne. Donc, en fait, tu te professionnalises. Et t'apprends. Voilà. Aujourd'hui, de quoi sont faites tes journées ou tes semaines? On peut pas parler de journée typique parce que toutes les journées, elles sont atypiques.
Donc c'est pour ça que j'ai une multicasquette en fait, et je trouve mon équilibre dedans. Je peux parler par contre en semaine. En semaine, je me programme des journées de production de contenu. Alors à l'époque, avant confinement, c'était 2 ateliers par semaine aussi, en présentiel. Et un atelier, ça consiste en quoi? Enfin, comment ça s'organise? Moi, j'ai un local dans lequel j'accueille des gens, des groupes de 12 personnes qui viennent pendant 2 heures apprendre à faire une recette. Donc il y a 2 ateliers comme ça, et puis ça dure 2 heures, 2h30, dans la joie et la bonne humeur. On mange pas sur place parce que moi, je veux que les personnes aient la meilleure expérience possible. Et puis en même temps, le confinement fait que tu peux pas. J'ai dû me réinventer parce qu'à l'époque, oui, les gens pouvaient manger ensemble, etc. Mais maintenant, c'est plus trop possible. Donc du coup, pour avoir la meilleure expérience possible, tout est cuit chez eux en fait. Donc je donne toutes les instructions possibles. Ils repartent avec leur petit doggy bag, si on peut dire ça. Et ils le font à la maison tranquillement. Et ensuite, ils m'envoient plein de photos. Moi, je suis trop contente. Je suis refaite. Après, je suis crevée, mais je reçois ces photos. Je suis trop contente. C'est bon, je peux dormir tranquillement. Mais ouais, ça dure comme ça les ateliers. Ok. Et puis le reste de la semaine, il y a les clients, etc. Et ça, c'était jusqu'à récemment parce qu'aujourd'hui, ma vie a un peu changé. Ah. Pour le moment, je consacre aussi beaucoup de temps pour un groupe de Dark Kitchen qui font appel aussi à mon expertise de food asiatique pour créer une expérience food asiatique à la maison en fait. Donc voilà, là en ce moment c'est beaucoup de temps consacré à ce groupe-là. Et c'est quoi? C'est du consulting? Qu'est-ce que tu fais? Du coup là je suis retournée au salariat. Ah d'accord. Mais dans ton domaine du coup? Dans mon domaine, je suis retournée. Mais là c'est récent en fait. Je te parle de quelques semaines. Mais ils ont bien conscience de tout ça et ils m'encouragent même à continuer. Enfin, de toute façon, pour moi, c'était un truc. Je leur ai dit, OK, je veux bien, mais par contre, moi, je continue à faire ce que j'aime, quoi, à côté. D'accord. Donc, t'as retrouvé un poste qui exploite tes nouvelles compétences et celles qui te font vibrer, quoi. Ouais, exactement. Et c'est fou. Comme la vie a pris une autre tournure, je pense que jamais j'aurais pu être dans ce secteur-là si j'avais pas fait tout ce travail-là, d'être entrepreneur. Et en fait, toute la partie consulting marketing que je faisais les 2 dernières années, en fait, ça change rien. C'est juste cette partie-là qui s'est transformée en salariat. Et le reste, faire des ateliers le week-end, ça continuera. Faire des vidéos, ça continue toujours. Mais comme c'est ma passion, j'ai l'énergie à 3000%. T'as réussi à tout réunir en fait. Exactement. On pose toujours la question de la place de la double culture dans ta vie et je sens à travers tout ton discours que le fait de lutter contre les clichés, c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur. Quelle est la place de tes origines asiatiques aujourd'hui dans ta vie ? C'est clairement à travers cette activité, c'est la place de mes origines. Alors moi, j'ai toujours été très très fière de mes origines. Ça a toujours été un peu j'ai toujours dit, moi, je suis fière de mes origines, je suis fière du parcours de ma famille, je suis fière de tout ce qu'ils ont traversé, et du coup, j'ai jamais, j'ai zéro jugement, je préfère le dire tout de suite, mais j'ai jamais eu un déni de mes origines, jamais, et peut-être parce que j'étais très loin de la communauté, peut-être. Mais ouais, il y a une grande partie, c'est-à-dire que je mange dans la semaine. Alors, on va parler de food parce que quand même une grosse partie de notre culture. Alors, ça fait pas que ça, mais quand même une grosse partie vient quand même de la cuisine. En semaine, t'es sûr que je mange à 95% asiatique. Je cuisine asiatique tout le temps. Ensuite, en termes de là, je crois, un de mes plus grands regrets, c'est de pas savoir maîtriser la langue maternelle, le tétio. Parfois, j'essaie d'apprendre par des applications. Il y a une application d'ailleurs par rapport à ça. Maintenant, est-ce que je pense que ça vient aussi par des rencontres parce que maintenant, il y a beaucoup de Français d'origine asiatique qui viennent me voir. Alors que moi, comme je t'ai dit, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été très très loin de ça. Et maintenant, en fait, du coup, par mon activité, fait que du coup, je m'en
je m'en rapproche, donc ça c'est très cool. Puis après au quotidien, ouais, c'est par la food, je pense. Les voyages aussi, j'ai voyagé. Bon, maintenant on peut plus voyager, mais j'ai voyagé énormément en Asie. Et après, voilà, moi je suis un mix, c'est-à-dire que après, je serai pas comme une personne asiatique qui vient du pays en fait. Je suis différente par ma façon de penser, par ma façon de réfléchir, par ma façon de m'exprimer aussi, parce que j'ai peut-être un langage beaucoup plus soutenu, sans accent, enfin, tu vois. En fait, moi, de toute façon, j'ai pas envie d'oublier d'où est-ce qu'on vient. Parce que c'est notre force aujourd'hui, à toutes et à tous. C'est une grande force. On a cette chance d'être des enfants de survivants. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de nous. Et moi, c'est ce que je transmettrai plus tard lorsque j'aurai des enfants. J'en ai pas. Lorsque j'aurai des enfants, mais même à la 3e génération. Et ouais, il faut pas oublier tout ce que nos parents ont traversé. Et c'est un hommage, en fait, à tous nos aînés. Et dernière question, qu'est-ce que ton asiatitude ? À ton avis, la food à 3000%. Je me réveille le matin. Franchement, la première question, c'est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Donc, qu'est-ce que je vais manger ce midi ? Qu'est-ce que je vais manger ce soir ? À 7h du mat, je suis déjà en train de réfléchir. J'ouvre le frigo, je regarde tout ce que j'ai. Je fais, qu'est-ce que je peux faire ? Et après, à midi, j'ai fini de cuisiner. Je suis en train de manger. Je fais, qu'est-ce que je peux manger le soir ? Donc, forcément, c'est ça. C'est la food. C'est ce qui caractérise beaucoup d'Asiatiques, mais voilà. Et ton plat réconfortant à toi ? Mon plat réconfortant, je le dis tout le temps, mais c'est un plat qui est pas forcément chinois, mais c'est un plat que je crois d'origine vietnamienne, qui s'appelle le ban hoi. C'est un plat qui regroupe des vermicelles de riz, mais ultra fines, cuites à la vapeur, et qu'on accompagne avec de la salade, un peu de crudité et de protéines. Donc ça peut être des brochettes de bœuf. Donc ma mère, elle faisait façon brochette de bœuf citronnelle. Trop bon. Et en fait, c'est un plat réconfortant pour moi parce que c'est mon plat préféré que faisait ma mère à tous mes anniversaires. J'ai plein de souvenirs qui arrivent, en fait. Mais pas que les souvenirs juste de repas autour de la table où chacun se bat pour des brochettes, essaye de compter le nombre de brochettes que tu as mangé à la fin. Mais c'est plutôt aussi en mode préparation. C'est-à-dire que je me vois dans la cuisine avec ma mère à côté, en train d'embrocher chaque pièce de viande, en fait. C'est devenu plus que au niveau gustatif. Et voilà, c'est mon plat réconfortant. Merci beaucoup, Diana. Hyper intéressant et émouvant aussi. Merci à toi pour toutes tes questions. Superbe interview. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast a été produit et réalisé par Mélanie Hong. Il est animé par Amanda et toute l'équipe d'Asiatitude. Si vous avez apprécié cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre application d'écoute, en partageant l'épisode autour de vous ou en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast. Ça permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes et ses invités à un maximum de monde. Merci beaucoup et au prochain épisode.